Bonsoir à tous et bienvenue à 20h Foot ce soir et exceptionnellement, a priori, je dis bien a priori, nous ne parlerons pas de l'arbitrage vidéo, quoique il y ait sur ce plateau des anti-vidéos qui mangent leur chapeau. Ça rime. David Ayello. Bonsoir, j'en fais partie effectivement. Comment allez-vous? Philippe Sansfourche, mais je ne comprends pas, le Paris Saint-Germain n'est pas qualifié en Ligue des Champions. D'où ma présence à vos côtés, vous devriez vous en réjouir. Du coup, il est libre. Juan José Dorado. Alors, Juan José Dorado, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Et là, c'est votre printemps qui arrive. L'Espagne en Coupe du Monde, Barcelone, Madrid, spécialiste du foot espagnol. Vous êtes avec nous jusqu'au 15 juillet. Buenas tardes. Séville, exactement. Vous êtes avec nous jusqu'au 15 juillet. Atlético Madrid est en quart de finale d'Europa League. Vous n'avez vu, non. Où vous étiez? Est-ce qu'on vous voyait plus? Vous étiez sur des chaînes qui ne doivent pas être diffusées parce qu'on vous voyait plus ces derniers temps. Vous êtes méchant. Mais ça nous fait plaisir que vous soyez revenu à la maison, si j'ose dire. Dominique Cordier. Bonsoir. Bonjour, tout va bien? Très bien. Félix Roy. Bonsoir. Et Philippe Doucet. Pascal Pré. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Olympiakos? Le président, ce qu'a fait le président. On a décidé de faire un focus sur ce qu'a fait le président aujourd'hui, Félix. Ça, c'est formidable. Mais alors, je crois que le football grec est très très génial, génial. On avait eu donc Ivan Savidis, le président du PAOK, qui était rentré avec un taser sur le terrain. C'était l'épisode 1. C'était un taser. Ah d'accord. Décevant. Ah ouais, d'accord. J'étais resté sur. Et là, vous voyez donc nouvel épisode. Donc vous le voyez apparaître derrière Pascal Prost. Evangelos Marinakis, donc c'est le président de l'Olympiakos, peut-être le plus grand club grec. Il est propriétaire aussi de Nottingham Forest, donc club historique en Angleterre. Alors c'est un millionnaire grec. On va juste présenter le personnage en 2 secondes. Il est condamné dans une affaire de paris truqués. Il a été blanchi depuis. Il est La routine. Il est mania. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il est mania de la marine marchande. C'est comme ça qu'il a fait fortune. Et il y a un an, on a retrouvé un pétrolier fantôme au large de la Crète avec 2 tonnes d'héroïne dedans. Pour l'instant, il n'a pas été condamné pour cette affaire. En tout cas, il est furieux, Evangelos Marinakis, parce que l'Olympiakos a perdu pas mal de matchs. L'Olympiakos est à 3 points du leader, donc a quasiment dit adieu au titre en Grèce, même s'il reste 3 matchs. Il a infligé une amende de 400 000 € à toute son équipe, à tout son effectif, et il leur a dit: écoutez messieurs, partez en vacances. Moi, les 3 derniers matchs, je les fais avec les U20. Alors je sais pas si légalement il a le droit de faire ça. En France, il pourrait pas. En France, il pourrait pas. Voilà, on est obligé de mettre les joueurs des gens. En tout cas, je connais des présidents qui aimeraient de temps en temps virer leurs joueurs, leurs entraîneurs, si à Lille, ça pourrait être leurs supporters. Mais là, il les envoie en vacances. Oui, c'est sympa. Voilà, il y a comme il est armateur, il doit avoir quelques navires. On peut d'ailleurs en rire, mais ça en dit long sur là où va le football aujourd'hui, et que c'est quand même une catastrophe. Parce que cet armateur, la vérité, c'est qu'il savait même pas que le ballon était rond il y a 2 ans, que ceux qui gouvernent le foot parfois ne connaissent rien à rien, que le Paris Saint-Germain met beaucoup d'argent sans résultat, et que ce serait bien quand même que le football revienne au football. Pourquoi vous mêlez le Paris Saint-Germain dans cette histoire? Qui vient de remporter les coups de la Ligue. Cette obsession chez vous. Parce que ça serait bien quand même que le Paris Saint-Germain, au-delà d'un entraîneur, au-delà des joueurs que le PSG recrute, ça serait pas mal que le PSG recrute quelqu'un qui incarne une politique de football. On a passé de l'Olympiakos au PSG. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Et je suis sûr que Philippe Sansfourche sera d'accord avec moi. C'est surtout bien qu'ils arrêtent de recruter déjà, pour commencer, d'empiler des fonctions, des postes, des dirigeants dans différents domaines. Ça fonctionne pas trop mal. Il y a un nouveau directeur aujourd'hui du sponsoring qui a été nommé, un ancien. C'est pas vrai. Au PSG de la fédération anglaise, passé par l'UEFA, quelqu'un de très compétent. Aussi, dans ce domaine-là, c'est vrai que le Comment Paris s'appelle Saint-Germain a tendance à donner des Marc Armstrong. Marc Armstrong. Il a donc marché sur le parc des en Europe ces derniers temps. Sur la Lune. Quelqu'un de très compétent et qui va probablement faire du très bon travail. Mais c'est pas de ça dont le PSG a besoin. C'est important. En partie. Non, mais ils avaient déjà. En partie, mais pas que. C'est le seul domaine où le PSG travaillait bien. Effectivement. Oui, c'est déjà bien. Oui, tout à fait. Ils travailleront peut-être mieux, mais ils travaillaient déjà bien. Sur l'Olympiakos, c'est Oscar Garcia, l'entraîneur qui avait quitté Saint-Etienne, donc qui n'a pas trouvé un contexte beaucoup plus calme. On a Kevin Miralas, tête connue, Alexis Romao aussi qui joue là-bas. Mais prenons exemple précisément sur ce qui se passe en Espagne, et notre ami Juan José Dorado est là. On ne va pas ouvrir le chapitre Juventus-Real Madrid. Ça fait 60 ans que les Coupes d'Europe existent. Le Real a gagné la première et le Real est toujours là. Pourquoi? Et la dernière aussi. Qui commande le Real? Qui commande le Real, Juan José? En Espagne, les grandes équipes, comme partout ailleurs, ce sont les dirigeants, mais ce sont les présidents. Vous avez un Florentino Pérez qui n'ira jamais
l'anniversaire de Ronaldo. Vous ne verrez pas le président du FC Barcelone aller visiter lors du dîner de son anniversaire qu'il a fait une fête à Barcelone. Il n'est pas allé à la fête. On a même vu Luis Enrique l'année dernière critiquer le fait qu'une partie des joueurs étaient allés à un dîner d'anniversaire. Voilà. Donc un peu de discipline, prenez exemple. Il faut de la discipline et il faut de l'ADN du football. Et la politique sportive est incarnée par qui aujourd'hui à Madrid, au Real? Aujourd'hui, bon, forcément la partie sportive, c'est plutôt notre ami Zinedine Zidane. Mais c'est il n'y a pas de directeur sportif aujourd'hui au Real? Pas vraiment un directeur sportif. Depuis que Valdano n'a pas été remplacé. Il l'a été, mais il n'a pas été vraiment remplacé. Depuis Valdano, c'est surtout comme quoi on dit souvent Florentino Pérez c'est ce qui manque à Paris qui dirige. Non, mais c'est intéressant, vous avez raison. Mais à Paris, il manque beaucoup de choses. Oui, il manque pas peut-être que le directeur sportif. Bon. Parlons du Real. Real qui est aujourd'hui à la Juve, ça aurait pu être le Paris Saint-Germain, mais c'est le Real Madrid. Ça les deux. Quand on regarde les deux matchs, non, ça aurait pas pu. Ah bah oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, ils sont arrivés à Turin. À 4 buts près. Non mais Juve-Real, vous voyez ce que je veux dire. Juve-Real, on va s'arrêter ce soir forcément parce que c'est le match qu'on va regarder. Sur le palmarès, sur l'historique, le Real Madrid, la Juve a 120 ans, le Real Madrid un peu plus. Bon, les doubles champions d'Europe, en tout cas, ils sont arrivés à Turin. On les voit arriver à l'Allianz Stadium de Turin. Alors le groupe de Zidane, il est au grand complet. Il y a tous les titulaires qui se sont reposés contre Las Palmas. On le sait, le Real est largué en championnat. Mais il y a pas mal de sérénité dans la Maison Blanche. Juste Juan Rosé, cette information du Confidentiel, Zidane chercherait la taupe dans le vestiaire madrilène. Je sais pas si vous avez vu ça. Je sais pas si on y croit vraiment ou pas. Cette sérénité un peu comme je me méfie parfois des infos qui sont données par elle confidentiel. En tout état des causes, c'est vrai que Benitez n'est pas Zidane. Quand il y avait Benitez, il y avait des tops dans le vestiaire. Ce n'est pas vraiment le cas avec Zinedine Zidane. Mais sur quelle affaire il y aurait? Parce qu'en fait, on connaissait par exemple la composition des compositions d'équipe du Real Madrid, on la connaissait quelques heures avant le match face au Paris Saint-Germain, notamment la titularisation d'Isco. Et il se murmure que ça aurait fortement déplu à Zinedine Zidane qui ferait la chasse à la taupe comme Evra en 2010 en équipe de France, mais dans le vestiaire du Real. Ça, ils n'arrivent pas. Les compositions. Ça n'arrive pas. Même Zinedine Zidane, avec toute l'expérience qu'il a, il n'arrive pas à comprendre que de toute façon c'est impossible. À partir du moment où il donne la composition à son groupe, ça veut dire qu'il y a 25 joueurs qui sont au courant. Il y a 25 joueurs qui sont soit contents, soit déçus, qui vont appeler un proche, qui va en appeler un deuxième. Donc en fait, ça multiplie immédiatement. Famille, et en l'espace d'une heure, il y a 500 personnes qui sont au courant. Comment voulez-vous que ça ne fuite pas? Là, je suis pas d'accord avec vous. Ah bah alors, expliquez-moi. Tu peux demander aux 25. Interdire les portables. Alors. Tu peux demander aux 25 quand même, lorsque tu es joueur professionnel du Real Madrid, un peu de conscience professionnelle. Tu peux croire un peu en les hommes. De fait, non. Parce qu'il y a les kinés, il y a les intendants, il y a plus de monde que les intendants. Les kinés, les intendants. Ils sont à la cause. Je suis d'accord avec vous, mais ils ont une conscience professionnelle. Eux, pour le coup, ils sont professionnelle. tenus quand même, à mon avis, à une forme de conscience professionnelle. De la même manière. Enfin, tu peux réclamer aux gens, aux uns et aux autres, un peu de. Pas quand il y a autant de personnes qui sont au courant. À partir du moment où on a à la base, parce que sur. Vous êtes comme ça, vous parlez. Donc vous êtes dans une réunion, vous parlez, on vous dit. Vous savez très bien que si vous confiez un secret à une personne, déjà, c'est une personne de trop. C'est Roger Le Maire qui a dit je n'en parlerai même pas à mon chapeau. Si mon chapeau, c'est avec qui pour. Voilà. Un poète normand. Pas normand. Non, mais vous savez pas tenir votre langue, vous, David Aiello. Ah oui, l'avantage des causeries de Roger Le Maire, c'est que les gens ne les comprenaient pas, donc ils ne pouvaient pas les restituer. Donc ça ne fuitait pas. Dès que vous pouvez dire une méchanceté. On le salue, Roger Le Maire, parce que c'était un entraîneur merveilleux. Je vous rappelle qu'il a gagné quand même le championnat d'Europe 2000. Tout à fait. Donc, ils sont pas nombreux. En 2000, comment? En 2000, ils n'étaient pas nombreux, effectivement, à l'avoir gagné. Non, mais il y a eu 2 entraîneurs dans l'histoire de l'équipe de France. Il y a eu Michel Hidalgo et lui. La compo... C'est un peu pour Aimé Jacquet. Non, mais il a pas gagné le championnat d'Europe, Aimé Jacquet. Il n'a été que champion du monde. Non, que champion. Un détail. Que 2 championnats d'Europe, Dominique Courdier. Non, mais moi, j'aime pas qu'on dise du mal de Roger Le Maire. Le Real Madrid. Alors, la compo, c'est simple, c'est exactement la même que sur la finale à Cardiff face à la Juventus, donc il y a quelques mois. Vous avez Navas dans les buts, Ramos, Varane, Carvajal, Marcelo, milieu à 3, Casemiro, Modric, Kroos, Isco, plus ou moins en 10, Cristiano Ronaldo et Benzema devant. Commentaire sur cette composition, Juan Rosé. Classique, le seul doute c'était Isco ou Gareth Bale. En regardant quelles ont été les performances de l'un et de l'autre, il était clair que c'était Isco qui allait jouer aujourd'hui. Mais c'est quand même Après, étonnant. c'est une coïncidence, c'est vrai. C'est quand même étonnant puisque c'est l'équipe, en gros, enfin à part Carvajal était absent, etc. Mais c'est l'équipe du match aller contre le Paris Saint-Germain. Là, c'est un match
non pas à retour, mais c'était un match à l'extérieur. Et on se rappelle qu'au Parc des Princes, Zidane avait fait une équipe très sensiblement différente. Toujours un 4-4-2, mais complètement différent, avec 2 joueurs sur les côtés, et non plus... Bon. Comme quoi, il a une richesse d'effectifs quand même importante. Et une richesse de pensée aussi. Une richesse les 25 joueurs sont allés du côté des Turins, les 25. Même Nacho qui est blessé. Et le troisième gardien. Tous les clubs font ça, sauf le fils de Zidane qui est allé aussi à Turin. Tous les grands clubs font ça. Sauf, avez-vous dit? Sauf le Paris Saint-Germain qui va à Madrid avec même pas un troisième gardien. J'avoue que j'ai jamais vu ça. Mais bon, le fils des Zidane est à Turin, donc est troisième gardien. La compo de la Juve. Alors là, pour le coup, au niveau de la Juve, ça a plutôt bougé par rapport à la finale. On aurait pu commencer par la Juve, parce que c'est la Juve qui accueille. Oui, mais c'est le Real qui est tenant du titre, cela dit. Donc, voilà. Oui, enfin, on commence par le club où il y a Zidane. Avant, commencer par la Juve. Avant, commencer par la Juve. Le match est dans un des plus beaux stades d'Europe. C'est vrai. Et à Cardiff, qui n'est pas un stade moche non plus, on était à 5 et là on est à 4. Chiellini, Barzagli, Deschiglio, Asamoah. La surprise, Betancourt et Khedira. On attendait Matuidi, ce sera l'Uruguayen. Betancourt, Alexandro, il est plutôt latéral. Là, il sera ailier, milieu offensif à gauche. Dybala en 10. Douglas Costa, le Brésilien, et Gonzalo Higuaín. Pas de Matuidi, manifestement Pas de titulaire. Matuidi, Dominique Courdier. C'est une surprise. Ouais, c'est une surprise. Ouais. Parce que Pjanic n'est pas là. J'avais lu dans des compositions ce matin, notamment, qu'il faisait partie des 11 de départ. Oui, parce qu'il reste sur quelques très bonnes prestations avec la Juve et on sent vraiment que là, après quelques semaines un petit peu difficiles, il était installé dans le 11. Donc c'est une vraie surprise ce soir de ne pas le voir. Et si Allegri met Betancourt, parce qu'il a une idée derrière la tête, il a un plan. D'abord, c'est un bon joueur. D'abord, le Colombien est un très bon joueur. Et on pensait quand même que l'absence de Pjanic ferait vraiment les affaires de Matuidi. C'est pas le cas. On a des stats peut-être sur Matuidi. On imaginait qu'il était présent. On peut les voir ces stats. Grâce à nos camarades d'Opta, parce que c'est vraiment des stats très très durs à trouver. C'est le comparatif entre la saison, les 6 saisons, il me semble, passées au Paris Saint-Germain de Blaise Matuidi et voilà, le 3 quarts de saison qu'il a passé à la Juventus. Je sais pas comment ils font pour trouver ces statistiques. Ballon touché par match. Il travaille. Donc ouais, bon, dans tous les domaines, c'était supérieur au Paris Saint-Germain. On peut en tirer ou pas des conclusions, se dire qu'au PSG, il était plus important qu'il l'est. Ah oui, pas dans les duels. Bah si. Bah si, 47,9 contre 46,9. C'est supérieur à Paris. Supérieur à Paris. Est-ce qu'il était plus important? En tout cas, il y a un truc qu'on va tous être d'accord là-dessus, c'est que le PSG n'a pas été excellemment inspiré de laisser partir Matuidi pour 20 millions d'euros à la Juventus de Turin cet été. Il fallait de l'argent pour le fair play financier, ça rentrait dans le cadre d'un changement. Les stats sont meilleurs à Paris que... Oui. Mais vous avez mis pays meilleur qu'au PSG, Matuidi meilleur qu'au PSG. Il manque un point d'interrogation alors. Mais il manque un point d'interrogation. Il est meilleur au Paris Saint-Germain. Il est meilleur, j'en sais rien. En tout cas, il était plus important en termes de statistiques. Il est meilleur qu'au PSG, non. Sur ces stats-là, c'est quand même à chaque fois des stats qui font... Vous ne trompez pas. Il est là le point d'interrogation. Il y a un point d'interrogation. Il y est le point d'interrogation. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est quand même difficile parce que ça tient compte quand même du jeu, de la possession du Paris Saint-Germain, de l'impact du championnat. Le Paris Saint-Germain survole la Ligue 1 plus que la Juve ne survole la pas Série A. d'écart significatif. On va l'écouter. Un joueur qui s'intègre dans une nouvelle équipe. Mais c'est vrai que ça a des été... stats qui sont assez proches quand même. C'est marrant parce que, vous voyez, sur tous les sujets, on revient au Paris Saint-Germain. C'est assez drôle d'ailleurs depuis le départ. C'est vrai que... Non, vous disiez tout à l'heure, c'est peut-être pas mal que le PSG arrête de recruter, mais en plus, les bons joueurs qu'ils avaient, ils les ont laissés partir. Donc c'est vraiment... Oui, après, dans Matuidi, c'est une erreur de l'avoir laissé partir. Ça peut être une erreur, mais... écoute, oui, c'est évidemment... Le joueur avait aussi pas l'avoir remplacé. L'intention de connaître une expérience à l'étranger. Il avait déjà été pas très loin de s'engager avec Chelsea 2 ans auparavant. C'est lui qui manque. C'est lui. S'il y a vraiment un joueur qui a manqué cette année au PSG, c'est Matuidi. Je suis d'accord avec vous, Pascal. C'est ça qui est fou. On peut pas dire que ce soit une gestion. Blaise Matuidi dans l'histoire du PSG, c'est pas le joueur qui a été le moins bien géré. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il est monté en puissance. Carlo Ancelotti l'a amené à un niveau que lui-même peut-être n'escomptait pas. Et ensuite, c'est un joueur qui est resté à haut niveau, qui s'est installé au PSG en équipe de France, qui désormais joue à la Juve, un des plus grands clubs d'Europe. Je pense que la gestion de Blaise Matuidi, c'est pas la pire catastrophe du Paris Saint-Germain depuis le début quand même. Non, c'est son remplacement son non-remplacement. C'était pour laisser de la place à Rabiot également. Manzelangi, hashtag 20h foot, nous dit, mais quand est-ce que vous comprendrez que c'est Juventus Turin et non Juventus de Turin? Qui a dit ça?
On a dit Juventus. Comme c'est le Real Madrid. Oui, bien sûr. En réalité, c'est ni l'un ni l'autre, c'est Juventus tout court. Les Italiens Juventus. disent... FC Juventus. Voilà, c'est la Juventus. Juventus FC. C'est nous qui rajoutons Turin ou de Turin pour préciser le lieu, mais en réalité, c'est... Parce qu'en France, on n'y connaît rien, donc on est La obligé de Juve. faire la ville, parce qu'on ne Voilà. sait pas où c'est. Sinon, on n'y arrive pas. La Juventus ou la Juve. Mais non, mais Mademoiselle Angie, on n'a pas dit Juventus de Non, Turin. je pense pas. C'est possible. Regardez, C'est bien Juventus possible. Real, Peut-être Matuidi échappé. sur le banc, Non, c'est c'est ce que nous possible, mettons. c'est possible. Écoutons justement Blaise Matuidi qui était l'invité du CFC. Je pense que quand on arrive dans un club, enfin, moi en tout cas, j'y vais pour m'imposer et pour jouer. Après, bien sûr que je savais que la concurrence était rude. Au milieu de terrain, il n'y a que des internationaux et en plus de grandes nations. Donc, oui, ça je le savais, mais voilà, après, c'est à moi de démontrer mes qualités sur le terrain, de tout faire justement pour rendre la confiance que le club m'a donnée en me recrutant. Donc c'est ce que j'essaye de faire. C'est le premier des quarts de finale ce soir, c'est donc Real Juventus. On va voir Juve Real. Juve Real. C'est l'Espagne et les unes qui nous intéressent. À la presse madrilène, on va commencer évidemment avec donc Marca con Cardiff, c'est As pardon, con Cardiff en la Memoria, évidemment référence à la finale. Adar Lacara, alors c'est l'heure de se distinguer, c'est ça? C'est faire face. Dar la cara, c'est faire face. C'est pas du tout ça. C'était dur à... C'est pour ça que Juan Rosé vient. Alors Juan Rosé sera là jusqu'au 15 juillet aussi pour traduire la presse espagnole. Adar Lacara, ça veut dire non, pas du tout. Ah, mais je pensais que t'allais dire Juste faire face. Faire face. Faire face, très bien. Oui, non, en plus c'est logique. Ah oui. Cara. En Italie, à l'émile italienne, on a le Corriere dello Sport. Vous pouvez qui dire ce que évoque- vous voulez, on n'a pas de journaliste italien. Voilà, qui évoque la Rivincita, là ça va, c'est un peu plus facile. Rivincita. Rivincita. Mais il y a aussi Regia Tutto. Hein. Et, Attention à Regia Tutto. Ah, c'est plus dur là. Arinja Tutto, c'est le. Ah oui, là. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, ça veut dire quoi, Rinvici? La revanche, j'imagine. Bah oui, ouais, c'est plus simple. Et la meilleure une, c'est celle de la Gazzetta. Ils sont toujours forts sur les unes, la Gazzetta. Le magicien, va le faire disparaître. Vous voyez le maillot vide de Cristiano Ronaldo, voilà, Massimiliano Allegri, et son plan pour contrer la star du Real. Vous lisez tous les jours la Gazzetta vous, tous les jours. C'est vrai. Non, Vous lisez toujours, vous êtes resté très longtemps en Italie. Je suis resté 2 ans en Italie et je continue à lire la presse italienne, bien sûr. Et la Gazzetta reste la référence de la presse sportive européenne. Oui, enfin en tout cas, il y a 3 quand même, il y a 3 quotidiens sportifs en Italie. Hein. La Gazzetta qui est la plus puissante, le Corriere dello Sport et Tutto Sport qui est le journal de Turin, alors, là, qui fait sa une sur la Juve environ 6 jours sur 7. Ce qui est étonnant sur la Gazzetta, c'est que l'année dernière, juste avant la finale, ils avaient déjà annoncé que la Juve allait quasiment envoyer Cristiano Ronaldo à la retraite, et là, il récidive. C'est l'époque des vœux, là. Oui, mais enfin, Les confrontations Real Juve, on a beaucoup parlé de Zidane. Disparition à Pâques, souvent. Arrête de commencer, il y a des disparitions à Non, Pâques. enfin, C'est ça, ce genre de plaisanterie, franchement, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais j'espère qu'il n'y a pas une blague catholique là-dedans. Pas catholique. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Confrontation Real-Juve. Voilà, deux équipes mythiques, on l'a dit, le Real a 116 ans, il a gagné 12 C1, la Juve a 120 ans. La vieille dame. La vieille dame, 7 Coupes d'Europe, toutes compétitions confondues. 19 fois, les deux géants se sont croisés, très léger avantage, vous le voyez, au Real. 9-8 avec 2 matchs nuls. Récemment, on a évidemment la finale de Cardiff. Il faut rappeler aussi, il y a 3 ans, la qualification de la Juventus en demi-finale, aller-retour face au Real. la dernière équipe à avoir d'ailleurs battu le Real. Éliminer le Et c'est Real. vrai. On va parler de Zidane, forcément, qui rêve d'un triplé. Est-ce que c'est arrivé qu'un même entraîneur gagne 3 fois la Ligue des Champions consécutivement? Jamais. Bah, 2 fois déjà, ça n'est pas arrivé non plus. Donc. La Deux Ligue fois des- Avec le même club, 2 fois, c'était pas Non, arrivé. un entraîneur, c'est La Coupe arrivé. d'Europe des Voilà, c'est ce que champions, j'allais ça a dire. dû Oui, arriver. voilà. Oui, avec le Coupe même d'Europe des entraîneur. champions. Avec Bob, le- Bob Paisley avait... non, je raconte des Avec le même entraîneur, je n'en suis pas ah oui, sûr. au Bayern. Et, des Parce que champions. le Bayern. L'Ajax a changé. Et oui. sur les Brian 5, Et le Real des et au années Real, au 50. début, Voilà, Alors, le Real des les années 50, 5 les 5 premiers titres, je pense que c'était C'était le même entraîneur. Oui, Ah, c'était j'imagine. On va vérifier. On va vérifier On va ça, vérifier parce qui entraînait le Real en 55. Zidane. Munoz, non? Il entraînait déjà. Ah, oui. Non, il jouait. Voilà, je me suis. On va vérifier sur les réseaux, on va le savoir. Pour Zidane, en tout cas, c'est pour. Voilà, on parle de Zidane évidemment pour faire une sorte de bilan déjà de la saison du Real Madrid. Alors, on a tendance à dire que le Real s'est réveillé en janvier, qu'il avait fait une pas très bonne partie de saison. Bah, si vous regardez les statistiques, finalement, c'est pas que c'est pas le cas, mais c'est pas voyant en tout cas. Vous avez 14 victoires, le même nombre de victoires en 2017, en 2018, même s'il reste des matchs, 6 nuls et 4 défaites. C'est surtout, à notre avis, Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos qui se sont réveillés en janvier
et deux qui sont les deux extrémités de la colonne vertébrale du Real, qui quand même ont eu un autre niveau à la fin des matchs allés. Oui, le réveil du Real, il y a une date, c'est le 21 janvier. Le 21 janvier, ils vont jouer face au Deportivo de la Corogne. Ils font un massacre, 7-1. Et à partir de là, il faut juste se rappeler que jusqu'au 21 janvier, Ronaldo n'avait marqué que 4 buts. 4 buts. Il est aujourd'hui en Liga à 22. C'est que depuis le 21 janvier, il en a marqué 18. Hein, et juste un autre chiffre que j'ai trouvé qui était quand même pas mal intéressant, lors de la première partie de la Liga, ils avaient marqué 35 buts, mais aujourd'hui, le Real, en à peine 11 matchs, il en a marqué déjà 41. Donc depuis ce 21 janvier, le Real a complètement changé. Et puis, il y a ce match face au PSG, et ça c'est vrai parce que le coup près pouvait tomber sur Zinedine Zidane si le Real était éliminé. Et ce match a donné encore plus de confiance à cette équipe du Real. Et aujourd'hui, on voit ces mêmes joueurs qui, il y a à peine 2 mois, étaient pratiquement à la ramasse en Liga. Et aujourd'hui, ils sont en tête avec... D'ailleurs, c'est l'équipe qui a le plus marqué en Liga espagnole, 76 buts. Pourquoi les choses changent rapidement. Et à quoi ça tient? C'est vrai que la première mi-temps, on peut le dire quand même, du Paris Saint-Germain à Santiago Bernabéu avait été d'un bon niveau. Même une partie de la 80 minutes période. Donc c'est pour ça que le football... Jusqu'à la réaction de Zidane au changement d'Emery, on est beaucoup plus proche d'un Paris Saint-Germain qui prend l'avantage que le contraire. On ne saura jamais, c'est toujours la même question sur le football, est-ce que c'est un hasard les 10 dernières minutes ou est-ce qu'elles font sens et qu'elles montrent la différence qu'il y a entre les deux équipes? On ne peut pas dire que c'est un hasard. Le hasard, il faut le chercher. Il faut le vouloir, il faut aller chercher. Le match, non mais je suis d'accord, le match retour n'est pas un hasard, mais les 10 dernières minutes de l'aller, est-ce que c'est... voilà, c'est la réaction, parce qu'on a beaucoup commenté les choix tactiques d'Unai Emery. On oublie de dire que pendant 10 minutes, c'est des choix qui fonctionnent parfaitement bien et qui sont pas loin de mener à 2-1. Mais oui, la montée de Daniel Alves fait qu'il y a des différences qui sont faites. Et c'est justement Zinedine Zidane qui réagit à ça et qui adapte son coaching et là qui renverse la situation. Oui, mais alors on reparle, tout le mérite en revient à Zinedine Zidane. Mais la vraie image, Juan Rosé, c'est quand Zidane revient dans le vestiaire. C'est ça l'image, c'est ça Madrid. C'est ça la différence entre un club et un autre. Et on voit ce jour-là, comme il est accueilli par les joueurs. Zinedine Zidane a toujours défendu le vestiaire ces derniers mois quand ça allait très mal. On a beaucoup critiqué Zinedine Zidane parce qu'il n'avait pas fait recruter des nouveaux joueurs. Il a dit j'ai 25 joueurs, j'ai la confiance en eux, je les garde. Et depuis le début, le vestiaire rend cette confiance à Zinedine Zidane. Il a montré qu'il avait raison et avec ce qui s'est passé face à Paris, il a réussi à nouveau son pari. Écoutons Zidane, ne pas penser au passé précisément. Ce match est complètement différent. Combien de mois se sont écoulés depuis la finale à Cardiff? 8 mois? 10 mois? Ça n'a plus aucun rapport. Ce qui s'est passé hier appartient au passé, justement. À cette époque, nous avons gagné, mais cette nouvelle confrontation contre la Juventus est complètement différente. Il y a un avis éclairé sur Zinedine Zidane, celui de David Trezeguet, qui fut son coéquipier. En très peu de temps, il a montré ses qualités. Il a montré qu'il était très fort. Il s'est vite adapté à une dimension énorme comme c'est le Real du Madrid. Et jusqu'ici, il montre ses qualités. C'est l'entraîneur qui a gagné le plus. À partir de là, il faut dire qu'il soit au niveau joueur ou au niveau entraîneur, il a été toujours efficace. On va parler de 2 joueurs qui nous intéressent particulièrement ce soir et de les projeter pourquoi pas en équipe de France. Le premier, c'est Karim Benzema. Alors, il y a certains d'entre vous, d'entre nous, qui l'ont trouvé très bon face au Paris Saint-Germain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Karim Benzema, en termes statistiques, réalise sa moins bonne saison depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Vous les voyez, ces statistiques. Donc 9 buts, toutes compétitions confondues, 11 passes décisives. Et Juan Rosé confirmera, j'imagine, le Real qui songe quand même si Benzema joue très bien avec Cristiano Ronaldo, à le mettre très sérieusement en concurrence l'année prochaine avec un œuf de très haut niveau européen. Et qui pourrait être qui? On parle de Lewandowski, même si Lewandowski, on en parle à Paris. Du côté de Bayern, on a dit qu'il n'irait pas. Mais c'est vrai que l'année dernière, avec le départ, quand Higuaín est parti, on lui a laissé le champ libre. C'est vrai qu'il n'a pas confirmé à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, tous les joueurs, tous les vestiaires, tous ses collègues, ils disent, même s'il ne marque pas, c'est un neuf atypique. Mais il fait beaucoup de travail au sein de ce Real Madrid. Et le premier qui dit ça, c'est Cristiano Ronaldo. Le meilleur comparse de Cristiano Ronaldo, c'est Karim Benzema. Bon, c'est vrai qu'il marque moins,
Mais, encore une fois, le Real a beaucoup marqué en à peine 2 mois avec Benzema. Et moi, j'ai trouvé formidable au match aller. Formidable, Karim. Au match aller. Mais formidable. Mais formidable. Il a fait des efforts. Au match aller, c'est exceptionnel. C'est là qu'il y a tout un travail sans ballon. Mais vous, franchement, vous allez me mettre en colère parce que vous regardez les matchs. Vous parlez par rapport aux fautes techniques où il a perdu le ballon. Non, mais vous êtes. Non, mais franchement, mais je vais arrêter. Je vais arrêter de parler. Gros travail. Énorme travail. Je regardais le match avec Marc Libra. Et justement, Libra qui a joué. Sans ballon aussi, souvent. Il est au fort. Non, mais on va arrêter de parler football. On parlera de tarot, poker, mais bon. Non, mais vous êtes des blin-blin. Je veux dire, il a fait un match exceptionnel, mais c'est un match pour connaisseurs. Pardonnez-moi de le dire. Si le Paris Saint-Germain avait été sérieux et avait réussi à enfoncer le clou, le match aller, le PSG devait le gagner. Mais arrêtez de me parler du PSG, je parle de Karim Benzema. Il a une belle action, effectivement, il met un ballon sur le poteau. À gauche. Et il a une fulgurance. Sur 90 minutes, c'est la seule. Mais c'est pas vrai, vous voyez pas le travail sans ballon qu'il fait. Mais vous me tuez. C'est beaucoup plus intéressant. Mais au match aller, il était mangé. Le travail sans ballon. Non, pour abonder dans votre sens, ce qu'on peut dire, c'est que la concurrence Benzema l'a toujours éliminé. Et la principale victime de ça, elle sera en face dans l'équipe de la Juventus, c'est Gonzalo Higuaín. Avant, quand on parle sans cesse d'un nouveau numéro 9 au Real Madrid, il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'il y a un joueur qui porte le numéro 9, c'est Karim Benzema. Mais le vrai numéro 9 de l'équipe depuis 2 ans, c'est Cristiano Ronaldo. Donc avant de dire il nous faut un 9, il nous faut un ceci, cela, vous avez quand même Ronaldo qui est quand même le meilleur buteur de la Ligue des Champions pour la 3e ou 4e année consécutive. On y vient. Et vous va. me dites, il faut un numéro 9 au Real parce que sinon c'est la faillite. Oui, il faut prévoir parce que Ronaldo a 33 ans, certes. Mais enfin, bon, jusqu'ici, ça va. Puis surtout qu'à mon avis, comme coéquipier modèle, on ne fera pas mieux que Benzema. Souvenez-vous du geste de Cristiano Ronaldo lorsqu'il laisse Benzema tirer le penalty. Ah oui, c'est l'alliage. Gary Bale qui a fait la même chose ce week-end face à Las Palmas. Hashtag 20h-foot, c'est après-ski qui nous dit la Juventus est au-dessus du PSG avec une meilleure constance, donc plus dur pour le Real. C'est pas Lewandowski, c'est... Après-ski, oui, c'est son pseudo. Ça doit être un pseudo, j'imagine. Après-ski, rajoute que le Real perd ce soir. Et le docteur Amin Areski, vous le connaissez, qui nous suit très régulièrement, il dit José Villalonga, qui est peut-être le papa de Marthe, a été entraîneur du Real entre 54 et 57. Real vainqueur de la Coupe d'Europe en 55, 56, 56, 57. C'est que 2 saisons. Oui, non, ça va pas. Donc, non, ça va pas. Parlons de Varane. Parlons de Varane. Alors, en équipe de France, Karim Benzema, c'est impossible. On est d'accord. Fini, on rouvre pas le débat. Des débats qui ne servent plus à rien. Vieux débat. De toute façon, le débat vous le ferez quand il aura qualifié le Real en quart, en demi, et qu'il gagnera la Ligue des Champions. Du coup, le débat reviendra. Mais il a raison. Mais non, il sera terminé quand même. Voilà, le débat, il y aura naturaliser Cristiano Ronaldo. Et on fera le débat ici. Et là, il y aura un vrai intérêt à faire jouer Karim Benzema en équipe de France. Varane joue gros. Pourquoi C'est un quart de finale de Ligue des Champions, donc tous les joueurs jouent gros déjà. Sinon, Raphaël Varane, on a fait une comparaison avec l'équipe de France, une comparaison qui fait un petit peu mal pour Raphaël Varane, c'est-à-dire au niveau des duels, au niveau des passes, vous voyez, donc en équipe de France avec Koscielny et avec Umtiti, et évidemment au Real Madrid avec Sergio Ramos, et au niveau statistique, la différence, elle se voit immédiatement. On va pas relancer le débat qu'on avait tenté de faire sur stopper libéraux, mais c'est vrai qu'au niveau des rôles, Raphaël Varane s'appuie énormément sur l'expérience, sur l'aura de Sergio Ramos au Real Madrid, et ça en fait un joueur complètement différent. Forcément. Moi, je me méfie des stats. Je trouve que ça ne veut pas toujours là, dire pour le coup, elles sont parlantes quand même. Il y a une vraie différence notoire sur les ballons perdus, sur les duels gagnés. Ça veut dire, ça en dit long sur Raphaël Varane, ça en dit long aussi sur le manque de maîtrise de l'équipe de France par rapport à un top club. Et on reste d'autant plus qu'on reste sur cette prestation complètement médiocre, disons, contre la Colombie de Varane. Donc, mais on reste aussi avec le Real sur sa prestation au Parc des Princes, où il était complètement au-dessus du lot. Transfiguré, il prenait tous les ballons de la tête. C'est un Varane combatif. Mais parce qu'il faut sélectionner Ramos ce soir-là. Non, mais il est inspiré par tout le collectif madrilène. C'est pas idiot. Comme ça sera bien. Benzema et Cristiano Ronaldo. Ramos et Varane. Il faut consulter la FIFA. Bien sûr, non, mais parce que. Sujet de 3 règlements, je crois. Bon, parlons de Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Il y a le printemps qui chante, comme disait. Et il revient bien, Juan Rosé l'a dit tout à l'heure. Quand arrive le printemps, il est bon. Souvent il est bon avant, mais c'est vrai que cette année ça a été compliqué. Il n'a pas été très bon. Mais il n'a pas été bon jusqu'au 21 janvier où effectivement il a complètement explosé avec le Real Madrid. Il a été le premier à marquer à chaque match
de la phase de groupe. Dans l'histoire de la Ligue des Champions, c'était le premier cet automne à inscrire au moins un but dans chacun des 6 matchs de la phase de groupe. Donc il n'a pas attendu janvier pour être quand même... En Ligue des Champions, il est juste... il est monstrueux. À partir des quarts de finale, c'est ça qui est fou. 42 matchs, déjà jouer 42 matchs à partir des quarts dans une carrière. Déjà, voilà. À partir des quarts, c'est 37 buts en 42 matchs pour Cristiano Ronaldo. C'est ça le printemps de C'est monstrueux. Je regardais justement avant l'émission simplement au stade des quarts de finale. Cristiano Ronaldo, dans sa carrière, a inscrit 20 buts au stade des quarts de finale de Ligue des Champions. Est-ce que vous saviez combien la Juventus Turin en a inscrit dans toute son histoire, en quart de finale? De Ligue des Champions. Elle n'a pas été. Si vous comptez pas la Coupe d'Europe des clubs champions, c'est un peu. Bon. Parce que ça, c'est des stades genre UEFA, mais. 21. Oui, Ligue des Champions, mais la Coupe d'Europe compte pas. La Coupe d'Europe des clubs champions ne compte pas dans ces stades. Donc et puis on parle beaucoup de Messi, mais cette saison, Ronaldo a marqué 37 buts, 36 pour Messi. Oui. Sur l'ensemble. Il est derrière. C'est le co-meilleur buteur européen, je pense, avec Mohamed Salah. Parce que Lewandowski, il en a 35. Voilà, donc, je pense que c'est le meilleur, oui. En tout cas, c'est le meilleur de l'histoire de la Ligue des Champions. Sans aucun doute. Bon, Ronaldo, Karim Benzema, Varane, c'était évidemment les atouts du Real Madrid. Turin veut sa revanche. On parle de la Juve. Autant le groupe est au grand complet du côté du Real, autant du côté de la Juve, il y a des absents sérieux. Il y a Mehdi Benassia et surtout, il y a Miralem Pjanic. Les deux sont suspendus, l'ancien lyonnais. Alors, ce qui a changé, on l'a dit, depuis la finale de l'année dernière à Turin, c'est le système de jeu. Désormais, on joue à 4 derrière. Il y a Dechiglio à remplacer Dani Alves. Et puis surtout, la Juve n'est plus au firmament, au sommet de son art. La Juve s'est qualifiée par la toute petite porte face à Tottenham, en étant extrêmement réaliste. Là, ils sont face à un monstre. Ça sera intéressant de voir justement tactiquement ce qu'a préparé Allegri ce soir. Écoutons-le justement, Allegri. La partita di Cardiff è un insegnamento nella crescita della squadra. La squadra ha fatto un bel primo tempo, poi che nel primo tempo durante la gestione della palla bisognava avere meno fretta, bisognava essere più veloci, bisognava avere un modo più sereno di affrontare queste partite, perché poi la differenza è la serenità. Commentaire. Oui, il faut rappeler jusqu'à la mi-temps justement de cette fameuse finale, il y a un partout l'année dernière, à la mi-temps, et apparemment il y a des grosses tensions qui sont apparues dans le vestiaire turinois avec 2 joueurs qui sont partis, avec notamment Bonucci et Dani Alves. Ils n'ont pas quitté le stade. Ah oui, partis depuis. Ils ne sont pas partis à la mi-temps. Non, a priori ils étaient là, ils sont revenus. Mais en tout cas, ces tensions-là, c'est un petit peu ça que veut dire Allegri. Ce qui s'est mal passé à ce moment-là, c'est qu'ils ont très mal géré cette mi-temps, alors qu'il n'y avait qu'un partout à ce moment-là. Et une équipe qui a lâché en deuxième période. Mais parce que le vestiaire a explosé à la mi-temps. Est-ce que l'atout numéro 1 de la Juve, c'est Dybala? Les Turinois l'espèrent fortement, en tout cas Paulo Dybala. Il a 24 ans maintenant, celui qui est peut-être le plus grand espoir du football argentin. On va voir un petit peu juste pour le présenter, Paulo Dybala, si les gens ne le connaissent pas, il vient de Cordoba, c'est là où a été formé Mario Kempes notamment. Il a éclaté en Europe en 2012, c'était à Palerme. Toute l'Europe qui le veut, notamment le PSG qui le veut beaucoup, c'était à 2 doigts de se faire. Finalement, c'est la Juve qui décroche la timbale. Et enfin, le problème de Dybala, finalement, c'est en sélection, c'est son incompatibilité avec Messi. Tous les deux sont argentins, tous les deux sont gauchers, tous les deux ont énormément le ballon. Et Paulo Dybala, il était un petit peu blessé, mais il n'était même pas au dernier rassemblement de la Albi Céleste. C'est le problème pour ce joueur, et ce soir, il a énormément à prouver lui aussi. On a une citation de Del Piero, Alessandro Del Piero, joueur mythique. Les joueurs mythiques de la Juve, surnommé le petit peintre, ce qui n'est pas péjoratif quand on parle de foot en Italie. Lui qui parle de Dybala, il dit chaque année Dybala monte d'un cran, il a montré des grandes choses contre la Lazio, contre Tottenham, c'est vraiment un talent incroyable. Il évolue chaque année, cette année et peut-être la sienne, on le rappelle, il a 24 ans. Higuaín va retrouver le Real. Higuaín qui a un passeport français, ça pourrait régler si jamais les règles étaient né en France. C'est le fils d'un joueur qui est né à Brest, au stade brestois. Exactement, et qui a été donc éjecté du Real par Benzema. Alors c'est devenu un dieu vivant à Naples, Gonzalo Higuaín. Ensuite c'est devenu le diable quand il a signé à la Juventus. Et on se rappelle Gonzalo Higuaín qui fait une excellente saison et qui a mis un but très très important face à Tottenham au tour d'avant et qui sera en pointe de la Juve ce soir, Gonzalo Higuaín. Petit tour des pronostics peut-être ce soir. La force de la Juve, c'est le groupe. Avant d'être des individualités, là on monte des individualités, mais c'est une équipe qui est capable de tout faire tactiquement. Et si elle mène 1-0, elle va passer derrière. Si le Real égalise, elle va repasser devant. Elle est capable de tout faire dans le même match, qui est quand même assez exceptionnel, et c'est ce qui en a fait un vainqueur surprise de Tottenham, parce qu'au moment où ça s'est passé, ils étaient quasiment... tout le monde pensait qu'ils étaient éliminés. Donc, moi, je pense que la Juve peut le faire. Match peut aller, se qualifier. Elle peut gagner le match aller et se qualifier. 1-0 Juve ce soir. 1-0 Juve. 2-1 Juve. Score forcément italien. David. 2-1 Juve.
Tendance pour la Juve aussi, Dominique Cormier. Un partout. 10 mois après, jour pour jour, la finale de l'an passé. Je suis désolé, 2-1 pour le Real, parce qu'ils sont en pleine forme et ils sont aussi en groupe et en collectif. Ce qui est vrai, effectivement. De toute façon, ça va être serré. Philippe Sanfourche, qui n'est pas fan des... Et au-dessus, techniquement, dans les capacités individuelles à faire des différences, et puis cette force collective également, je pense le Real bien au-dessus. La Juve, souvenez-vous du match aller contre Tottenham, c'était quand même très inquiétant. Hein. Ils sont quand même passés pas très loin de la moulinette. Elle joue pas toujours très bien, hein, mais il y a une statistique qui est quand même... Ça, on est habitué, ça fait 40 ans. Hein, c'est le nombre de buts encaissés. Cette saison en Serie A, ils prennent un but tous les 2 matchs. Vous ne pouvez pas dire que la Juve, historiquement, ne joue pas bien. Je n'ai pas le souvenir. Cette saison, elle joue pas. J'ai pas le souvenir de Boniac, c'était peut-être un petit match spectaculaire de la Juve. Voilà. Même les supporters. Ça, c'est le clicheton de dire que la Juve n'a pas toujours été, quand vous aviez Platini-Boniek, excusez-moi, dans cette équipe-là, c'est une équipe qui jouait très bien au football. Donc si vos références remontent à Platini-Boniek, ça veut dire que c'est... Mais même avec Del Piero, avec Alessandro Del Piero, je veux dire, quand la Juve... Avec Vialli, avec Gianluca Vialli, excuse-moi. C'était pas formidable il y a 20 ans, la Juve, avec Didier Deschamps et Zidane. Non mais arrêtez, Philippe. Vous dites des choses. C'est pas sous le maillot de la Juve qui nous a le plus fait rêver. Non mais je veux dire, il y a bien longtemps que le Catenaccio, en tout cas le Catenaccio n'a pas toujours existé avec la Juve. Séville-Bayern, c'est ce soir également. C'est ce soir. Sanchez Pizjuan. Toujours dans ce merveilleux stade Sanchez Pizjuan. Sanchez Pizjuan de Séville. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Ça vous rappelle quelque chose. C'est la Madeleine de Proust. Sanchez Pizjuan. Tu mets retour vers le futur. Je l'ai dit quand même. De ce match. Comment? Donc Rummenigge était de ce match et il arrive aujourd'hui. Enfin, il sera aujourd'hui. Horst Hrubesch et dont alors Sanchez Pizjuan, c'est le stade où a eu lieu France RFA en 82, et puisque vous parlez de Hrubesch, il y a une phrase mythique de Thierry Roland où à un moment Thierry Roland dit Hrubesch, c'est pas Alain Delon. Ce qui n'est pas faux. Ce qui, pour le coup, c'est pas loin d'être vrai. Et c'est une phrase. Avec Dominique Grimaud, on peut faire une soirée là-dessus. Ça, c'est sûr que c'est pas Alain Delon. Les petits jeunes, je conseille d'aller regarder la tête de Hrubesch. Et Hrubesch, effectivement, était élégant. Séville sera favori ce soir? Non, il est pas favori. Bon. C'est vrai que Séville n'a pas perdu cette saison. Mais même à domicile contre le Bayern. Champions League à Séville, il a pas perdu. Mais quand vous regardez effectivement les statistiques de l'un et de l'autre, non, Séville, les seuls avantages, c'est qu'ils n'ont aucune pression. Dernier quart de finale, c'était il y a 60 ans. Donc là, ils vont jouer leur match comme ils sont allés jouer leur match face à Manchester United. Ben Yedder va commencer le match? Il devrait commencer. Vous savez, Séville, c'est un club français. Hein. Donc les Français, ils sont comme chez eux du côté des Sévilles. Vous êtes proche de Séville, non? Vous êtes... Valencia, bon, c'est à quelques centaines de kilomètres. Mais j'y vais souvent, c'est vrai. J'y vais souvent. C'est une ville que j'adore. Qui est allé à Séville ici? C'est exceptionnel. C'est une ville, mais on devrait faire les finitions. On devrait vivre à Séville. Entre 14h et 16h30 où il fait 40 degrés quand même. Il y a la sieste. Personne dans les rues. Le programme de la Ligue des Champions, Séville. Voilà, donc on l'a dit, ça commence ce soir. Juve Real, le remake de la finale. Séville Bayern, donc au stade Sanchez Pizjuan, avec peut-être Ben Yedder, peut-être Clément Langlais. Demain sur Canal+, ce match FC Barcelone AS Roma, donc sur Canal à 20h45 au Camp Nou. Et ce choc anglais, on aura peut-être aimé que ce soit un petit peu plus tard dans la compétition, mais enfin voilà, à Anfield. Liverpool qui reçoit le Manchester City de Pep Guardiola. Voilà, on va terminer 20h foot. Marc Libra vous attend. On n'a pas dit un mot du Bayern, donc pour moi c'est le favori de cette Ligue des Champions, mais comme d'habitude on fait fi du football allemand. Attendez. Je pense que le Bayern va faire une bouchée de Séville et que ça risque de continuer assez loin dans la compétition. Mais après ils joueront le Real comme d'habitude. Philippe Sanfourche avait pronostiqué Séville qui sortait United. Je suis d'accord avec vous. Donc contre United, je pense que même Chambly, ils ont un coup à jouer. En tout cas, Marc Libra vous attend. Marc Libra qui est un peu le physique de Horst Hrubesch. Marc Libra, il fait au niveau costaud. Marc Libra, il fait juste 15 cm de plus que vous. Donc je vous souhaite une. Oui, vous lui direz puisqu'il vous attend. Après tout ce que vous avez dit de gentillesse sur lui. Donc il vous a. Marc, on peut rentrer. On va terminer tout de suite. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Il n'est pas content
longtemps après vous. Je vais remercier Antoine Bounour qui était au son, David Tonnelier qui était à la vision et Arnold de Cara qui était à la réalisation. Merci à Elliot Deval qui était à l'oreillette ce soir et qui m'a bien aidé pendant 40 minutes avec ses fines plaisanteries dans l'oreillette. Et l'info, merci Félix, l'info se poursuit sur CNews.